Salut tout le monde, salut Adrien, comment ça va? Salut Anaïs, ça va bien et toi? Ça va super, écoute, je suis ravie d'être avec toi pour ce nouvel épisode du talk du lundi soir de Minerva. On est le 28 octobre et aujourd'hui on va parler de l'Alliance des droites et de la revanche des sites. Vaste, Euh, Vaste programme. vaste Ouais. programme. Justement, quand on parle de l'Alliance de droite revanche des sites, on a communiqué sur les réseaux sociaux pour partager le live en faisant une petite case dédiée à SCH pour son célèbre morceau Autobahn dans lequel il dit fort justement, car c'est un fin stratège SCH, la meilleure défense c'est l'attaque et la contre-attaque. Clac, clac, clac. Voilà, une petite punchline bien épicée pour dire que ben, le gouvernement, en termes de stratégie, euh, quand il a besoin de se défendre et quand il est dans des situations difficiles, notamment bah, quand il n'a pas de majorité, bah, sa meilleure défense, c'est l'attaque et la contre-attaque contre les avancées, contre toutes les résistances des mobilisations sociales. Et du coup, c'est un peu de ça dont on va parler. Je sais pas si ça t'inspire, Adrien, j'espère que oui. Oui, ça m'inspire surtout que ce qui est intéressant dans ce titre, c'est bien les sites parce qu'ils sont plusieurs, ou en tout cas ils ont plusieurs visages. Euh, alors chez les sites, il y a toujours le maître et l'élève qui tue le maître. Alors ça, on en discutera euh, si c'est le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, on est bien face à quelque chose de tentaculaire qui fonde un peu. Qui s'attaque au fondement de la démocratie, parce que c'est aussi ça que font les sites. Euh, Tu sais, il y a cette phrase dans l'épisode 2 la démocratie, et maintenant la démocratie s'éteint sous un tonnerre d'applaudissements. Je trouve que cette phrase, elle rime un petit peu notre vie politique depuis quelques mois, elle est très effrayante. C'est dans le 2 ou dans le 3 de la prélogie? Je sais plus, je crois que Je c'est pense que c'est dans le 3. 3, C'est je sais quand plus. Palpatine il Quand prend il prend possession définitivement le du vaisseau. pouvoir, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ça doit être dans le 3. Et que Padmé, elle commence déjà un peu à... Genre, elle est plus aussi séduite qu'avant par les théories fascistes de son mec. Elle commence un peu à se dire genre, oula, ça pue un peu. Mais Nous n'avancerons pas là-dedans. Ouais, mais on rend grâce à la prélogie ce soir et c'est très bien. tout à fait. Tout à fait. Alors moi, en plus, si j'ai pu faire un espèce de lien un peu chelou entre SCH et Star Wars, donc je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie. Mais bon, du coup, comme les dernières fois où on a discuté ensemble, enfin ensemble, les dernières émissions, on va discuter à peu près 1 heure, un peu plus, un peu moins, en fonction de ce qu'on a à se dire. Mais là, cette semaine, il y avait quand même pas mal de choses, pas mal de sujets. Bon, notamment, bon, enfin, comme à chaque fois, évidemment, l'actualité nationale, internationale est très lourde et on pourrait parler d'énormément de choses. Mais voilà, j'essaye à chaque fois de cibler un peu des sujets en particulier parce que sinon, enfin, on commence un peu à tourner en rond et à parler toujours de la même chose. Là, cette semaine, je voulais discuter avec toi des débats à l'Assemblée autour du budget parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aussi de la loi immigration et des petites pépites qu'on peut trouver autour des actualités, autour de Retailleau, qui est le nouvel apprenti du site d'Ars Macron. Voilà. Et donc voilà, donc si ça te va, j'aimerais bien discuter d'abord des débats du budget à l'Assemblée, qui sont marqués quand même par le fait que le gouvernement il perd quand même beaucoup de combats dans l'hémicycle. Le texte il a été grandement modifié, notamment grâce aux amendements qui sont gagnés par le nouveau Front populaire. Il y a eu pas mal de choses qui ont été modifiées, retirées, etc. de la loi. Il y a le rétablissement de la CVAE, il y a la pérennisation de la contribution sur le fret maritime, le rejet du malus automobile ou encore la suppression de la hausse des prix de l'électricité. Donc, bon, les médias, ils parlent
évidemment d'une alliance de circonstances de l'opposition entre le NFP et le Rassemblement national. Mais en fait, on peut quand même souligner le fait que beaucoup de députés macronistes étaient, enfin, en gros, des députés liés au gouvernement étaient en fait juste absents des séances. C'est Oui, ils vraiment ont une bande de piscine. tracas. C'est ouf. Genre, ils ont aquaponé pendant le vote du budget. Enfin, de quoi on... Genre, qui sont ces gens? Qui sont ces manches? Il y a même, Salut, pardon, salut Skebekob, je ne t'ai jamais vu dans le chat, ça fait plaisir de te voir, bienvenue. il y a même des soirs où des amendements sont adoptés parce que les députés du Rassemblement national sont à la buvette. Euh, et ils reviennent très énervés parce que dès qu'il y a une petite avancée dans le vote du budget, c'est quand même que la droite et l'extrême droite a déserté l'Assemblée. Donc Mais je trouve ça ouf. c'est Ça assez fait, drôle à voir en fait, hein. ça fait Nous, on vraiment irait peut-être genre, ben alors on n'attend pas Patrick, genre, qu'est-ce que vous faites les gars? Enfin, on était à la ouais, buvette, vous pouvez pas attendre avant le vote? si vous n'êtes pas obligés d'y aller tous ensemble pour le pot de départ de Mireille. Enfin, Mais oui! Non, c'est complètement fou. Et du coup, ouais, il y a quand même un, bon, une satisfaction assez importante du côté du nouveau Front populaire, même si, bon, on sait pas vraiment si ces amendements, même s'ils sont gagnés, ils vont aboutir à quoi que ce soit, parce que du coup, bah, Barnier, forcément, il cherche une porte de sortie. Et donc, il y a un peu deux hypothèses là. Il y a l'hypothèse soit de déclencher le 49.3 le plus rapidement possible pour sauver ce qui peut encore l'être du projet de loi budget pour le camp présidentiel. Mais c'est une hypothèse qui est, enfin, c'est une option qui divise assez dans les camps, dans le camp présidentiel et gouvernemental parce que bah il y a quand même eu un mandat d'Elisabeth Borne qui a été assez musclé à ce niveau-là. Et non pas qu'ils en aient quelque chose à faire, quoi, mais disons que c'est un peu le dernier recours. Or, il y a un autre article de la Constitution qui pourrait être mobilisé, qui est l'article 47, qui, selon pas mal de médias ces derniers jours, a été assez plébiscité par les députés de la majorité, enfin, de la majorité ouais, de l'alliance présidentielle gouvernementale, qui du coup obligerait les députés à finir l'examen du texte avant le 21 novembre, donc dans un peu moins d'un mois. Et du coup, ce qui correspondrait à un délai qui n'est pas tenable pour les députés, et sauf que s'ils échouent à tenir ce délai, le texte il irait directement au Sénat sans passer par le vote et il passerait au Sénat dans la version initiale, donc sans tous les amendements qui ont été gagnés par les députés de l'opposition. Ce qui serait en fait un scénario assez idéal et rêvé pour le gouvernement, parce que voilà, ça permet de passer outre les débats et de regagner, enfin, de retourner au texte initial, quoi. c'est ça. Et puis, en fait, c'est un mécanisme parlementaire qui évite, vous savez, ce qui se passe des fois aux États-Unis, le shutdown, le fait qu'on puisse plus payer les salaires des fonctionnaires et qu'on soit dans l'urgence pour trouver un compromis politique sur le budget. Donc, ça évite ça. Ça redonne la main au Sénat qui est à droite et qui est d'accord avec Michel Barnier, en fait, hein. Et ça leur permettrait de complètement vider le volet recettes, parce que tout à l'heure, tu as parlé beaucoup du volet recettes, mais c'est les nouvelles recettes supplémentaires, celles qui sont aujourd'hui étudiées et qui sont les contributions notamment des plus riches, parce que c'est ça qu'il faut aller chercher et c'est là-dessus que la droite et l'extrême droite se mobilisent très fortement pour éviter que le pauvre 1% les plus riches paye trop. Parce que Monsieur Bernard Arnault, 2% de sa fortune, c'est pas possible pour lui. Euh, il est trop dans le besoin, ce monsieur. Et donc voilà, ça permettrait de vider le côté recette. Et puis sur le côté dépenses, ça permettrait aussi de faire passer tout un tas de mauvais coups avec des suppressions de recettes, notamment pour les collectivités, sur des investissements importants.
sur des mesures sur le financement aussi de la transition énergétique. Enfin, ça leur permettrait de déployer leur politique de droite. Et donc, soit ça va au bout et après ça passe par ordonnance, soit l'article 47 prévoit aussi qu'il se déroule un peu, enfin, la commission mixte paritaire, comme il y avait eu au moment de la loi immigration, où finalement députés et sénateurs s'étaient mis d'accord. Et donc, ça permettrait de redonner la main à Macron et à ses alliés pour sortir quand même un truc, un budget qui corresponde à leur politique, qui est pas plus d'impôts et surtout moins de dépenses pour le plus grand nombre, quoi. On garde les projets inutiles, mais tout ce qui est ultra urgent et nécessaire, on l'abandonnerait. Il y a justement Québecop qui demande dans le chat s'il y a l'article 47 qui est mobilisé après le Sénat, il y a une commission mixte paritaire ensuite ou c'est le Sénat qui a le dernier mot, car il y aura des amendements au Sénat. En fait, ce serait les deux scénarios existent, c'est-à-dire soit on arrive au bout des 90 jours de vote du budget et le gouvernement a la capacité de passer par ordonnance. Soit il y a le temps d'avoir une commission mixte paritaire et qui là réunit effectivement députés et sénateurs. Et les deux scénarios existent dans la loi. Alors, je suis pas constitutionnaliste, mais visiblement, les deux possibilités restent ouvertes pour le gouvernement. Et effectivement, passer par la commission mixte paritaire, pour eux, c'est un peu sauver la face parce que ça reste, entre guillemets, la représentation nationale qui a la main sur le budget dans ce cas de figure. Mm, mm. Et je me demandais, parce que bon, quand même, ce à quoi le gouvernement était habitué, même si pour le coup, l'article 47 semble plutôt ajusté, adapté à la situation dans laquelle on se trouve, est-ce que tu penses que, parce que j'ai entendu ouais, des gens qui disaient, oui, voilà, enfin, ce que je disais tout à l'heure, quoi, après la mandature enfin, après le gouvernement d'Elisabeth Borne. Et après, du coup, toute la série 49.3 qu'il y a eu. En gros, le camp présidentiel serait assez frileux d'utiliser à nouveau le 49.3. Enfin, voilà, c'est un peu ouais, la solution de dernier recours. Est-ce que tu penses que le gouvernement a vraiment peur? Ou est-ce que enfin, c'est juste que c'est juste pas l'outil le plus adapté là maintenant et s'ils ont besoin de réutiliser le 49.3, ils le feront. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je crois qu'ils ont vraiment peur. C'est Éric Coquerel qui n'arrête pas de dire que le gouvernement ne passera pas l'hiver. En fait, le risque, Mm. il est la censure. Le Pen ce matin, alors qu'elle n'a pas voté la censure la dernière fois, disait que ils sont prêts à appuyer sur le bouton de la motion de censure. Bon, ils sont prêts, mais pas vraiment non plus, parce que je pense que euh, qu'ils Bah, le ont. RN n'a pas voté la censure du gouvernement jusqu'à présent, en tout cas. Oui, mais ils font semblant d'être ceux qui peuvent décider Ouais, de c'est ça. quand est-ce que le gouvernement va tomber. On est vraiment sur la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf et on lui donne toute l'importance, alors que finalement. Euh, Bah, elle n'a pas le plus grand contingent de députés, donc c'est pas elle qui décide du moment où le gouvernement tombera. Et c'est bien la gauche qui décide ça aujourd'hui. Donc il y a, il y a cette... moi, je pense qu'il y a cette peur parce que après, c'est vraiment le saut dans l'inconnu, quoi. On a été chercher les républicains qui étaient au fond du trou. On ne sait pas ce qu'aura Macron à sa disposition pour essayer de remonter un gouvernement en quelques semaines pour mener à bien, enfin pour continuer à mener à bien sa politique au moins le mois de juin, parce que euh, bah, il peut pas y avoir de nouvelle dissolution, donc on est vraiment dans ce climat d'instabilité. Puis dans le même temps, il y a besoin d'un budget qui aujourd'hui plaît à personne. Enfin, les Mhm. collectivités locales, les mairies, les régions, elles sont, euh, elles sont vraiment vent debout. Les associations, l'hôpital, c'est une catastrophe. L'éducation nationale, même la ministre disait que le budget, il n'est pas suffisant. Enfin, on est, il y a quelque chose qui va pas. Puis on se demande où est passé l'argent, en fait. Parce que on apprend là que euh,
qu'il n'y a plus un sou dans les caisses, alors qu'on nous disait que tout va bien. Alors, il n'y a plus un sou dans les caisses. Ils organisent le fait qu'il n'y ait plus un sou dans les caisses, hein. Oui, Euh, c'est ça. Il y a de l'argent dans les caisses des banques des milliardaires, mais par contre, dans les caisses de l'État, c'est clair que... oui, puis dans certaines grandes entreprises qui ont des crédits recherche, qui ont tout un tas de mécanismes d'évasion qu'on exonère ici et là, à qui on a retiré la CVAE justement. Enfin, Euh, là, sur la production, il y a quasiment plus d'impôts. Et puis comme comme le pourcentage des plus riches qui, en proportion, paye beaucoup moins que même celui qui paye pas d'impôts, parce que celui qui paye pas d'impôts, toute sa consommation est taxée et sa consommation fait enfin, c'est l'intégralité de son budget. Bernard Arnault, ses revenus ne constituent pas son budget pour vivre parce que tu peux Hmm, prendre ton jet privé 2 fois par jour, tu n'arriveras pas à épuiser la fortune de Bernard Arnault. c'est clair. On a encore une autre question de Québec Hop dans le chat qui nous dit dans la commission mixte parlementaire, est-ce que les macronistes et la droite sont majoritaires, Assemblée et Sénat confondus? Est-ce que c'est la stratégie du gouvernement au final, obtenir une commission mixte paritaire, oui, j'ai dit parlementaire, mais commission mixte paritaire majoritaire, même s'il y aura quand même une censure, mais le RN ne la votera pas. Euh, Moi, j'ai pas fait les comptes précis, mais il me semble qu'ils sont encore majoritaires parce que le Sénat Ouais. est très largement à droite, et c'est ce qui fait la différence. Euh, L'Assemblée nationale, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont là encore perdu des votes sur le bureau de l'Assemblée, même s'ils se sont bien mis d'accord avec le Rassemblement national pour quand même tout verrouiller. Mais au Sénat, les amis de Michel Barnier pourront régler les choses comme ils l'ont fait sur la loi Asile-Immigration. Mm, mm. Je voulais revenir un peu sur différents éléments dans le budget et dans les... Enfin, parce qu'il y a le budget, il y a eu la loi finance, enfin, il y a eu pas mal de choses là qui sont passées ces dernières semaines où le gouvernement, il est assez... Ouais, il est assez offensif ou contre-offensif, selon la manière dont on voit les choses. Et il essaie de faire passer pas mal de choses. Donc je voulais revenir un peu sur certains éléments et enfin voilà, en discuter avec toi, voir ce que tu en penses. Déjà, on a une réduction de 30% des aides allouées au Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. C'est une mesure qui menace l'avenir de 750 radios associatives en France, et notamment les radios locales, et notamment des radios qui sont en partie financées par les départements. Et dans le même temps, donc on a d'un côté cette menace pour les petites radios et les petites structures d'information locales, et dans le même temps les rachats de médias par des milliardaires. On l'a vu avec le rachat de Marianne par exemple il y a quelques mois. Euh, donc quand j'ai lu cette news, je me suis dit que, enfin, ça m'a refait penser à un autre débat que j'avais suivi, enfin, qui disait en gros, c'est marrant parce que quand les réactionnaires ils disent on peut plus rien dire, c'est justement parce qu'au contraire, de plus en plus de gens peuvent s'exprimer avec la libération de la parole, bien sûr, mais aussi parce que on est dans une époque où l'information, elle circule de plus en plus facilement, de manière de plus en plus immédiate, notamment avec tout un tas de radios qui peuvent exister, les réseaux sociaux, Twitch, des canaux d'information, les boucles WhatsApp, les boucles Telegram, etc., etc. Et en fait, la bourgeoisie, elle a besoin de plus en plus de limiter et de contrôler l'info au maximum. Et ça va un peu dans la lignée de la réflexion que je me faisais sur le titre de cette émission. En fait, à chaque fois qu'on voit une offensive de la bourgeoisie, c'est aussi parce qu'en face, il y a eu des avancées et il y a des choses sur lesquelles en fait, le mouvement social, la population a réussi à gagner du pouvoir, parce qu'en fait, pouvoir communiquer, pouvoir s'informer facilement, c'est du pouvoir aussi. Euh, et à chaque fois, là où tape, là où essaie de frapper la bourgeoisie, et essaye de récupérer un petit peu de contrôle, c'est aussi un moyen de se défendre. Et ça, c'est signe aussi de sa fébrilité et du fait qu'elle a peur, quoi, tout simplement, de ce dont on est capable.
Ouais, c'est intéressant ce truc sur les radios locales parce que à la fois il y a ce que tu dis et puis il y a aussi on peut imaginer qu'il y a aussi la vision tu vois du technocrate qui se dit mais plus personne n'écoute la radio mais qui sont ces gens qui écoutent une radio locale vraiment c'est trop enfin ils sont restés coincés dans les années 80. Enfin, moi, j'imagine bien le gars qui à Bercy dit mais ça, on met de l'argent, mais en fait, ça sert à rien. Hmm. Sans voir derrière tout ce qui peut se constituer à partir d'une radio qui, très souvent, c'est pas des radios avant-garde du prolétariat, hein. C'est Hmm. des choses qui font exister une vie locale, qui anime un bout de région, un pays euh, sur la vie quotidienne, sur de la liberté d'expression, de la libre antenne, sur de la chronique qui permettent à des jeunes en plus de rentrer dans un métier qui est compliqué. Donc je pense que vraiment, il y a un côté très décision de technocrates, comme Macron, comme tous ces gens avec le même costume cravate qui se demandent à quoi ça sert. Euh, et puis, euh, et puis il y a l'autre chose qui est euh, le fait que, oui, la concentration des médias et le fait que ce soit entre quelques mains, euh, c'est bénéfique pour le pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est un autre pouvoir euh, qui s'installe et qui essaye de mettre une chape de plomb face à, face au fait que la parole se libère quand même sur les réseaux sociaux. On en est l'expression. Il y a de plus en plus de médias militants, notamment rédactionnels, mais aussi ce qu'on peut faire là, de podcasts aussi, plein de choses qui stimulent, qui stimulent la créativité, l'esprit critique. Et je pense qu'ils ont effectivement très peur de ça, même s'il faut faire attention parce que, tu vois, quand on regarde par exemple euh, la campagne présidentielle américaine, il y a beaucoup aussi de médias d'extrême droite qui sont Hmm. indépendants, faussement Ouais. indépendants, qui sont ultra subventionnés euh, sur des plateformes. Alors, pas forcément sur Twitch, mais euh, soit sur le réseau de Trump, soit sur X, qui diffusent en continu des informations complètement Hmm. complotistes Oui, sur YouTube aussi. sur YouTube. Et même en France, on le voit de plus en plus. Ils ont Hmm, monté, hmm. j'ai eu Frontière, là, le contre Mediapart, entre guillemets, qui s'appelle Frontière, c'est exécrable, c'est horrible ce qu'il y a là-dedans. Euh, mais parce que l'ouverture de la liberté d'expression, elle permet aussi euh, aux fachos d'avoir d'autres lieux qui peuvent être beaucoup plus subversifs que, c'est difficile à croire, mais ils se tiennent sur ces news. Ils sont pas totalement. Ils ont quand même un vernis, même s'ils disent des saloperies à chaque fin. Ils peuvent pas s'en empêcher, mais il y a des trucs, on voit des trucs horribles, mais qui sont là aussi financés par les grandes puissances de l'argent, hein. Euh, D'ailleurs, on a cru que on avait gagné avec la suppression de CNews, mais ce qui arrive aux mains de Kretinsky, la suppression de C8, mais ce qui arrive aux mains de Kretinsky, la nouvelle chaîne de télé de la TNT en 2026, je crois, c'est ni plus ni moins qu'une chaîne de télé pour Michel Onfray et ses copains. Donc l'extrême droite avec une teinte de gauche qui prend la laïcité comme un combat, tu vois, ce genre de truc. Hmm, Donc oui, hmm. oui, je pense que c'est très important d'y travailler. Et d'ailleurs, euh, moi, je me questionne de plus en plus sur est-ce qu'il faudrait pas porter ce combat à une échelle, par exemple à l'échelle européenne, sur la question, tu sais, du référendum sur la propriété privée des médias et la concentration à l'échelle européenne des médias, qui, c'est pas possible que quelqu'un, en fait, ait 30% de la diffusion dans les mains d'un milliardaire, c'est lunaire. Hmm, hmm. T'as Oui, vu le ben, truc Bardella dans les gares? ouais, ben c'est aussi ce dont
on discutait, je sais plus dans quel entretien, mais ça pose aussi la question de il n'y a pas de médias, enfin, il n'y a pas de chaîne de diffusion d'informations en continu de gauche. Et on n'a pas forcément les moyens, mais on pourrait. Et au regard bah, justement de cette actualité de monopolisation, de contrôle, de limitation, etc., de l'information et ouais, enfin de l'information dans les mains des milliardaires, dans la main de l'extrême droite, dans les mains de cette petite caste médiacratique. Je me demande vraiment si, tu vois, genre une campagne de levée de fonds pour créer un média d'information continue, euh, si ce n'est de gauche, au moins bah, indépendant, libre et non contrôlé par les puissances de l'argent, ça, je sais pas si ça pourrait marcher, mais enfin, ce serait cool, quoi, qu'une telle initiative soit prise. Alors, il y a le média qui, quand même, diffuse Ouais, il y a beaucoup avec sa ligne propre, mais qui est intéressant. Euh, mais oui, moi, je crois assez à ça parce que je suis pas sûr que dans les années à venir, ça aille beaucoup mieux. Et donc, je crois qu'il faut s'organiser sur cette question de la diffusion de contenu, euh, et en plus, ça fonctionne. Enfin, tu vois, quand on regarde le score des vidéos de Blast sur YouTube, en fait, il y a 800 000 personnes qui regardent des vidéos de gauche avec, euh, avec un contenu. Bon, le problème de la gauche, c'est qu'on a toujours tendance à être critique de celui qui devient trop gros, mais avec des trucs très intéressants. Et je pense il faut essayer il faut essayer de pousser pour ça, pour s'organiser. D'ailleurs, le fait que l'UMA arrive sur Twitch, par exemple, c'est une ouais, bonne nouvelle. Que la CGT prenne ouais. aussi ce pli-là. Euh, l'idée, la force de la gauche, ça a toujours été de multiplier les canaux d'information. Et je pense que s'il devait y avoir une construction, ça serait peut-être quelque chose qui soit tu vois, une maison commune où chacun Hmm, a son moment. ouais. Euh, Parce que notre difficulté, c'est toujours qu'on est un peu dans la pureté révolutionnaire ou la pureté des idées et qu'on a tendance à, à envisager les différences dans la gauche comme insurmontables, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que la coexistence et le fait de dialoguer, c'est ce qui nourrirait un tel projet. Mais Hmm, je pense hmm. il faut travailler à ça. En tout cas, il faut se rendre disponible pour, Ouais. je sais pas comment le faire, hein, mais parce qu'en plus, c'est pas forcément des sommes colossales qui sont Hmm. nécessaires. Ouais, bah c'est aussi, bah, je pense que c'est pas non plus anodin si à nos révolutions on a décidé de développer un média militant, indépendant, et qui permette de faire vivre le débat de manière assez libre et où bah, chacun peut s'exprimer, que ce soit au nom d'un collectif, nos révolutions, ou même de manière contradictoire. Et je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de... Enfin, on anime une veille d'actualité toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs en allant sur le site norevolution.fr dans s'abonner. Notre newsletter, elle prend la forme d'une veille d'actualité hebdomadaire. Et en fait, enfin, dans cette veille d'actualité, on essaie de mettre un maximum de médias qui sont bah, d'accès gratuit. Bon, il y a de plus en plus de médias pour atteindre un niveau de production professionnelle qui sont obligés de faire payer un abonnement parce que juste sinon tu peux pas, enfin quand t'es journaliste t'as besoin aussi d'avoir un salaire quoi. Mais en tout cas les médias militants il y en a pas mal aussi, bah, comme Nos Révolutions, y compris plus professionnalisés, même si ça reste gratuit et militants. Et il y a énormément de contenu en fait. Enfin, c'est des dizaines et des dizaines de médias qui font un travail super cool, super important. Je pense par exemple, enfin, j'en cite qu'un seul là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit maintenant, mais Rapport de force par exemple, c'est un média militant qui est assez, enfin, un média de militants révolutionnaires quoi. Et ils font un travail à chaque fois de suivi des luttes des manifs, des mobilisations et tout, qui est hyper précieux. Et bah, enfin, pour le coup, enfin, si on n'avait pas
ce média pour partager ses mobilisations, ses grèves, etc., bah, il y aurait dans aucun autre média on en parlerait quoi. Donc c'est comme tu dis un travail de fourmi et de plein d'acteurs différents qui, mis bout à bout, ça permet d'avoir une chaîne d'information bah, conséquente quoi et qui permettent d'avoir une bonne vision de la situation actuelle. Et le problème, c'est que quand tu rentres chez toi après le boulot, c'est compliqué d'aller chercher cette information. Ouais. Et c'est vrai que le- l'avantage du média audiovisuel, qu'il soit télévisé ou numérique, c'est que c'est plus facile en fait à écouter, à regarder. Et c'est vrai que ça, à mon avis, ça manque. Enfin, tu vois, c'est un truc où tu rentres chez toi, t'es crevé, tu veux bien te nourrir. Déjà, se nourrir avec une information critique, c'est compliqué parce que ça te redit que les choses, elles vont pas bien quand même, qu'on est Ouais. face à un système capitaliste qui t'écrase et tu le sais parce que tu l'as vécu toute la journée. Mais en plus, il faut se remettre là-dedans et puis s'il faut faire en plus l'effort d'aller chercher les différentes sources, bon, très vite, il y a des gens qui se Ouais. nourrissent de ça et puis il y a ceux que juste ça, sur lesquels ça pèse, quoi. Tu vois, Ah bah moi si je fais pas cet effort, je suis larguée hein, parce que clairement bah c'est un travail et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais portée volontaire pour faire la veille d'actualité Médusa. Donc on envoie du coup toutes les semaines parce que je sais que ça m'oblige au moins une fois par semaine à passer en revue l'actualité et à savoir ce qui se passe puisque en fait sinon c'est un travail qui prend énormément de temps, quoi. Et qui, oui, effectivement, qui te maintient dans une espèce de... Tu décroches jamais vraiment, quoi. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe, tu décroches jamais vraiment. Moi, c'est aussi une des raisons qui font que j'ai arrêté X. Enfin, j'ai arrêté X, je suis toujours dessus, mais disons que je suis pas très active parce que c'est hyper chronophage, quoi. C'est si tu veux suivre tout ce qui se passe, participer au débat, réagir et tout. Je sais que toi, tu fais ce travail et j'en suis vraiment mais, admirative. Je sais pas comment tu fais. Moi, vraiment, genre, tu sais, c'est ma limite, quoi. Je peux pas. J'y arrive Ah, plus. moi, bah, tu vois, X, c'est plus facile parce que il y a un côté un peu addictif. Comme tu Bah scrolles ouais. sur Instagram, moi, ça me fait ça. Hmm. Euh, mais sauf que là, c'est aussi en train de devenir euh, vraiment le réseau du fascisme. Enfin, Ouais, c'est c'est chaud. maintenant sur X, à chaque fois que tu descends ton écran, tu tombes sur un nouveau truc d'Elon Musk Ouais. euh, qui est de pire en pire, parce qu'en fait, il s'est fait remonter par l'algorithme pour être Ouais. quasiment visible sur ta page. Euh, mais c'est horrible. Enfin, c'est de la désinformation, des insultes, l'échec d'1 million de dollars qui remet tous les jours à quelqu'un pour voter Trump. Enfin, C'est un truc de ouf. Au tu début, je l'as en pensais que c'était continu. faux. Genre, je comprenais pas. Je me disais, mais comment c'est possible que ils mettent autant en avant. Enfin, comment c'est possible? Juste, je me posais la question, quoi. Et en fait, bah, c'est juste le gars, il est propriétaire, quoi. C'est chez lui. Bah, imagine, tu as ton journal, tu mets Bah ta ouais, tête. Demain, t'achètes Luma, tu mets ta tête partout. de ouf. Des statues de Lénine et de Marx sous tous les Ça serait angles et tout. plus drôle, t'achètes Vogue et en fait, tu le changes complètement. Et tous Ouais, les abonnés, ils se demandent ce qui se passe. ouais, c'est ouf. Le changement serait assez radical, les pauvres. Ouais, c'est ça. Non, 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 on fait pas ça, nous, on n'est pas des sauvages. Ouais, on en Contrairement a à pas les Elon moyens. Musk. On devrait, hein. Mais on n'a pas autant d'argent pour acheter des journaux comme ça. Euh, Ouais, non, sinon, autre petite pépite dans les attaques du gouvernement, les attaques budgétaires contre les départements. Et donc, j'ai un peu fait mis les deux ensemble, mais donc il y a évidemment euh, chaque nouveau budget, bah, c'est moins de moyens pour les collectivités et donc bah, forcément aussi, enfin, pour les collectivités, bah, les mairies, les départements, les régions, enfin tout quoi, globalement.
Et donc, cette année, il y a enfin, le président de département de France qui s'appelle François Sauvadet qui a déclaré dans un communiqué le 17 octobre que si le projet de loi de finances 2025 est appliqué tel que présenté, on aurait 85% des départements en situation d'impasse budgétaire d'ici à la fin de l'année 2025. Et puis après, il dit que c'est notre modèle de solidarité français qu'on enterre. Et au total, ce serait 186 000 emplois de l'économie sociale et solidaire menacés. Sachant que, pour rappel, du coup, l'économie sociale et solidaire, bah, c'est la protection de l'enfance, c'est les EHPAD, c'est l'aide à domicile, les centres sociaux, l'éducation populaire, etc. Et en fait, quand on parle de l'argent qui est mis dans les collectivités, c'est pas juste pour faire vivre le conseil général, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est aussi tout un tas de services, notamment les services liés à l'économie sociale et solidaire, qui sont bah, financés, soit en partie, soit même totalement par les départements. Et du coup, c'était déjà tout un tas, enfin, un secteur de l'économie qui prenait à bras le corps en fait des missions que l'État ne prenait plus en charge, ne prend plus en charge. Et maintenant, on n'en est même plus à cette étape où l'État se décharge de sa mission d'État-providence sur les associations, sur l'économie sociale et solidaire, mais où il y a une faillite totale, quoi, un abandon total et un saignement enfin, jusqu'à l'étouffement, quoi, de toutes les structures qui permettent à la vie sociale de vivre son cours, au réseau de solidarité de s'animer et notamment au métier du care de faire leur travail bah, pour aller venir en assistante aux personnes qui en ont besoin et qui, sans, encore une fois, les collectivités et sans cette économie-là, seraient complètement laissées à l'abandon. Donc ne parlons même pas du fait que, évidemment, c'est toute une partie de la vie de la société qui devrait normalement bah, être euh, organisée collectivement, parce que là, du coup, la réponse, c'est que c'est de plus en plus privatisé, et du coup, c'est aussi des services qui sont de plus en plus chers, de moins en moins accessibles. Au contraire, il faudrait que ce soit euh, bah, géré collectivement, que collectivement, on organise le fait que les vieux, bah, ils sont pas tout seuls, que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès aux mêmes droits que tout le monde, que les enfants puissent être gardés collectivement, que l'accès à des cantines solidaires, bah, ce soit voilà. Enfin, tout ça, ça devrait être organisé collectivement. Mais là, c'est vraiment la bourgeoisie qui décide de enfin, récupérer tous ces capitaux et ne rien laisser au fonctionnement de l'économie, quoi. Tout ça pour maximiser ses profits et faire un maximum d'économies sur le dos des Français. Ouais, parce que le département, le département, il est créé par la Révolution française et aujourd'hui, ce qui lui, c'est vraiment l'échelon territorial de la solidarité. Mm, Toutes les collectivités territoriales vont être frappées très durement, puisque on dit souvent, le gouvernement, il a utilisé un truc très malin, il a dit, les 250 communes les plus riches seront, enfin communes, les 250 collectivités les plus riches seront touchées. Donc nous, on se dit, ah bah c'est cool, on va aller tout taper à nos portefeuilles, à Neuilly, à Puteaux, à Saint-Tropez. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Derrière, c'est l'ensemble des collectivités qui vont être frappées, dont les départements qui sont quasiment tous concernés et qui vont voir leur budget amputé de plusieurs millions d'euros. mm, Alors que ce qu'ils gèrent, c'est vraiment la solidarité directe, quoi. Un département, son cœur de métier, euh, c'est la solidarité avec le RSA, la protection de l'enfance et les personnes âgées. Vraiment, c'est la base de ce qu'il fait. Et puis, il entretient aussi mm, d'un certain nombre d'équipements. Enfin, tu vois, les routes. ouais. Euh, alors, quand on est dans une grande ville, on se rend pas compte parce que euh, bah, la collectivité la plus forte, souvent, c'est sa commune. Mais plus on s'éloigne des centres urbains, plus le département, en fait, il a une vraie existence. Parce que c'est lui qui entretient la route, c'est lui qui fait, euh, qui fait tourner parfois le gymnase départemental,
c'est lui qui maintient les maisons de retraite, Mm. c'est lui qui maintient le pôle d'aide sociale qui se déplace, c'est lui qui livre les repas aux personnes Ouais, âgées. C'est ouais, complètement fou. C'est la mission du département. Et quand on va attaquer les départements, on va attaquer ces politiques de solidarité, puis on va attaquer aussi les collèges, enfin tout ce qui fait ouais, vraiment le lieu. Tu vois, c'est une échelle très locale le département finalement, parce que c'est organisé avec des cantons, parce que ça regroupe un petit nombre d'habitants finalement, enfin, ce qui est une petite ville, et c'est ces espaces-là qui ont besoin le plus de solidarité, surtout dans les territoires ruraux, surtout. Euh, et donc, c'est pas la première attaque contre les départements. Là, on attaque toutes les collectivités, mais les départements, en fait, la droite veut les supprimer depuis longtemps. ouais. Euh, Ils ont supprimé certains départements, ils les ont fusionnés avec la métropole, comme à Lyon. Mais c'est vraiment parce que c'est une échelle d'organisation qui est très intéressante parce que c'est vraiment le bassin de vie des gens. Mm, Enfin, mm, tu vois, dans ton canton, finalement, bah, tu vas faire ton marché à cet endroit-là. Les pompiers, la caserne de pompiers, elle est aussi dans cette organisation là, et c'est le département qui le finance. Donc, si tu veux, euh, c'est pour ça que c'est un peu symbolique. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y a derrière le truc ultra technocratique où tu te dis, ah bah, je vais couper dans les budgets des collectivités, elles se débrouilleront. Alors que le budget de l'État, il peut être en déficit, mais les collectivités, la loi fait que elles doivent voter un budget qui est toujours en équilibre en dépenses et en recettes. Et en fait, les collectivités, elles sont très surveillées sur leur taux d'endettement. Elles doivent toujours être dans... Enfin, elles sont bien gérées. Il y a aucune collectivité en déficit. Ça n'existe pas. Parce que, de par la loi, elles sont obligées d'être dans cet équilibre comptable. Et puis, communes, départements, régions, c'est énormément, plus de 70% de, d'investissement public et ça fait vivre une grande partie de l'économie. Parce qu'il ne faut pas croire que le département, il répare lui-même la toiture de ses collèges. mm, Enfin, tu vois, il fait un appel d'offres, il fait vivre une entreprise du coin qui répare le toit, qui répare le toit, par exemple. Le chauffage, c'est pareil, mais même les boulangeries. Enfin, il y a tout un pan de la société qui dépend de la puissance publique parce que la puissance publique, elle a des dépenses qui sont pas couvertes par la fonction publique. On fait croire souvent, oui, on nourrit le mammouth, tout ça, mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, cet argent, il revient dans l'économie. mm, mm. On a encore on a un message sur le chat qui dit que la protection de l'enfance en France, elle repose aussi sur les départements, c'est ce que tu disais. Les directions enfance-famille sont les plus gros budgets et c'est des budgets qui vont encore reculer. Les directions enfance-famille, c'est les plus gros budgets des départements? Oui, mais parce que là derrière, il y a euh, la protection de l'enfance, il y a absolument toute la chaîne. De l'assistante sociale jusqu'au foyer. Enfin, c'est énorme. C'est des budgets colossaux. Mm, La gestion des familles d'accueil, enfin, tout ça, ça passe par les agréments, tout ça passe par le département. Et puis, ça, c'est un truc très important, c'est que plus on coupe dans ces budgets, ceux qui en pâtissent, au fond les gamins, quoi, parce que les éducateurs qui sont dans les centres, ils n'ont pas les moyens de leur faire faire des trucs. Moi, j'ai eu une discussion avec une copine qui travaille justement à l'aide sociale à l'enfance et qui racontait que ils ont, ils ont changé la qualité du gel douche pour faire des économies. Et en fait, les gamins, on les lave. Enfin, il y avait un gel douche, voilà. Ils avaient autorisation d'acheter des trucs, et puis on les a rationnés pour avoir un truc qui coûtait moins cher. Enfin, ils mm. pensaient qu'on s'en prend, enfin, qu'on ait à faire des économies budgétaires sur ce avec quoi on lave les enfants à l'aide sociale à l'enfance. Franchement, c'est indigne de la septième Ouais, puissance du monde, quoi. c'est ouf. C'est c'est complètement fou. Moi, mais j- j'étais mais vraiment euh, atterré d'avoir cette discussion. On te dit, mais voilà, Adrien, on a coupé.
on a coupé dans nos budgets sur le gel douche qu'on utilise pour les gamins. Enfin, c'est dingue. Mm, mm. Comme dans les EHPAD privés, dans le chat. Ouais, comme dans les EHPAD privés. Alors là, mais ça sera pareil dans les EHPAD publics parce que le département gère les EHPAD publics. Mais finalement, je sais pas si derrière, on se dit, c'est pas grave, c'est la gestion des pauvres, finalement, réouvrons euh, les charités et les mouroirs, les hospices comme avant et laissons crever les gens. Mais on a vraiment cette impression, quoi. Ça donne envie de vomir quand on voit le luxe, quand on voit les 50 000 € de notes de frais de Laurent Wauquiez pour aller au resto, quoi. Ouais, non, c'est dégueulasse. Et justement, pour aller encore plus loin dans les petites pépites du projet de loi de finances, donc là, il s'agit du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui a commencé à être examiné aujourd'hui à l'Assemblée. Et le projet de l'exécutif, il consiste notamment à passer d'1 à 3 jours de carence, comme dans le privé, pour la fonction publique, et de moins bien rémunérer les arrêts maladie dans la fonction publique, en passant de 100% de salaire versé à 90%, pour récupérer au total un peu plus d'1 milliard d'euros. Voilà, donc la gauche s'oppose évidemment, la droite et l'extrême droite sont favorables. Il y a Jordan Bardella qui a dit qu'il voyait d'un plutôt bon œil le fait qu'on fasse ce genre d'économie. Donc c'est vraiment, enfin, la fonction publique, c'est ouf, c'est vraiment toujours les mêmes boucs émissaires, avec toujours cette espèce de petite musique, c'est voilà les fonctionnaires absentéistes, payés à ne rien faire, etc. Et encore une fois, quand tu mets en perspective avec les notes de frais de Laurent Wauquiez, tu te dis mais on ne vit pas dans le même monde. C'est un truc de ouf. Et moi, c'est vraiment quelque chose enfin, qui me choque beaucoup. Je sais que, enfin, mes parents enfin, travaillent dans le privé. Ma mère, son père, il était cheminot quand il travaillait, donc il a été à la retraite très tôt et il a eu les avantages qu'on peut avoir quand on a été cheminot à la SNCF et que on a pris sa retraite à la fin du siècle dernier. Mais du coup, c'est toujours une rengaine que j'entends depuis très longtemps dans le salon chez mes parents, c'est des assistés, enfin, c'est des gens qui partent à la retraite super tôt et ils se plaignent, ils se permettent de se plaindre alors qu'ils ont plein d'avantages, ils ont des privilèges, nanana. C'est vraiment quelque chose qui est très redondant et que j'entends mot pour mot enfin, dès qu'ils allument TF1 tous les soirs. C'est toujours pareil, la même musique de ces gens qui quand même ont beaucoup de privilèges, qui quand même ont beaucoup d'avantages, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est marrant parce que tous ces gens, ils voudraient, pour rien au monde, ils voudraient être payés avec un salaire de fonctionnaire, hein, bien sûr, et ne faire le travail d'un fonctionnaire. Mais voilà, c'est vraiment parmi les boucs émissaires enfin, de la bourgeoisie et de son armée médiatique, quoi. C'est chaud. Et du coup, avec des lois qui vont encore taper toujours sur les mêmes, quoi. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'ils sont intouchables, qu'ils sont intouchés. Et avec aussi, par ailleurs, euh, tout ce qu'on entend depuis des mois sur la police qui doit être mieux traitée, etc., etc. Ah bon? Parce que visiblement, enfin, dans les fonctionnaires, il y a aussi la police, hein. Donc, je sais pas de qui vous parlez quand vous dites qu'il faut mieux traiter les policiers, mieux traiter les commissaires, mieux traiter les gens qui vont sur le terrain, etc. Mais visiblement, c'est pas trop concrètement ce que vous mettez en œuvre, quoi. En fait, la vérité aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut être fonctionnaire. Enfin, Hmm. il y a pénurie de profs. Moi, je travaille dans la fonction publique territoriale. On a beaucoup de mal à recruter parce que les salaires sont trop bas. Au niveau des... Il y a quasiment plus d'avantages à être fonctionnaire. Et puis, dans la fonction publique, euh, tu es... ton patron, il te dit pas, ah, t'es malade, rentre chez toi. C'est-à-dire que le jour de carence, il était aussi parce que il y a beaucoup moins de souplesse, quoi. Il y a pas la même relation.
humaine que, par exemple, dans une petite entreprise, on peut te dire, bah, prends ta journée. Moi, j'ai travaillé dans le privé, des fois, ça se passe comme ça. Rentre chez toi, prends ta journée, on te la décompte pas, t'es tout pâle. Ça n'existe pas dans la fonction publique. Dans la fonction publique, il faut poser son arrêt maladie, en bonne et due forme. Enfin, c'est hyper réglementé. Et ce passage à 3 jours, c'est une aberration. On va demander aux profs de venir malades, enseigner et donc contaminer toute une classe, des collègues. Enfin, c'est vraiment le summum de la mesure débile qui ne changera rien sur l'état de la sécurité sociale. Euh, Faut pas oublier que les régimes de sécurité sociale qui sont aujourd'hui bénéficiaires sont les plus avantageux. Hein. C'est le régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle qui rembourse les soins à 100% et où le jour de carence, je crois qu'il n'existe pas. Et pourquoi? Parce que c'est des endroits où, de par la loi, il n'y a pas d'exonération sur les cotisations et notamment sur la cotisation assurance maladie. Ce qui fait que la branche de sécurité sociale, elle apparaît en déficit, c'est parce qu'il n'y a pas assez de cotisations. Et en fait, il faut régler la cotisation maladie et arrêter d'exonérer et enfin faire payer pour que euh, pour qu'on pour assurer l'équilibre de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on invente un truc qui franchement ça fait 1000 ans qu'on entend ce truc-là, mais c'est inutile. C'est vraiment inutile. Et puis après, il y a la question du salaire des fonctionnaires, parce qu'on peut être fonctionnaire et être payé en dessous du SMIC, parce qu'on est payé au point, et que le point d'indice, là, il a été légèrement débloqué, mais franchement, moi, depuis 14 ans que je suis cette actualité-là, le point d'indice est gelé, donc les salaires ont stagné ces 15-20 dernières années. Aujourd'hui, les fonctionnaires font partie des métiers les moins bien payés du pays. Regardez le salaire d'un instit, d'une prof, d'une infirmière par rapport au privé. C'est complètement fou. Et en plus, on est avec des trucs qui sont... Enfin, c'est très dangereux l'état de l'hôpital public aujourd'hui. On l'a vu pendant le Covid, mais vraiment, c'est en train de craquer complètement. L'éducation nationale, c'est un naufrage, la manière dont on traite les personnels, on pressure, on les oblige à être dans une logique uniquement du chiffre. Enfin, ces gens Mhm. qui entendent gérer l'État, en fait, ils considèrent que l'État n'est là que pour permettre au CAC 40 d'avoir des rentes. Et finalement, il n'a aucune vocation pour eux hein, à assurer le bien commun et le bien-être des citoyens. Je pense que derrière ça, c'est symptomatique du fait que oui, c'est très bien que vous soyez soigné, mais finalement, combien ça nous rapporte, quoi. Euh, et dans le même temps, ben, on laisse, euh, on laisse Sanofi vendre Doliprane. Enfin, on est dans des logiques qui sont aujourd'hui uniquement celles de petits comptables ou de banquiers d'affaires, pour reprendre le premier métier de Macron. Euh, et ils ont aucun sens de l'État, ils ont aucun sens de la responsabilité et du collectif. Moi, je suis atterré de voir ça parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans notre société? Qu'un fonctionnaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui dédie sa vie à- au service public, au plus grand nombre, qu'il soit d'ailleurs instit, pompier, agent de service dans une école, dans une maison de retraite, dans une bibliothèque. C'est ça qui permet de faire société. Le reste, on peut vouloir une société où tout le monde est vendeur de cuisine, mais ça peut pas fonctionner, quoi. Moi, je trouve que c'est une attaque qui est très violente, et puis c'est des boucs émissaires qui sont faciles et puis qui sont complètement. Euh, Finalement, ces dernières années, tu vois, c'est eux qui ont compliqué toutes les échelles territoriales. Ils ont rajouté des trucs, des métropoles. Ils ont voulu
ils ont voulu vraiment appliquer des logiques d'entreprise à l'organisation du territoire, alors que les gens, ils demandent des routes en bon état, une école qui fonctionne et des soins corrects pour tous, quoi. Et on voit bien que le marché, ça, il peut pas y répondre. Et donc, il faut une organisation et puis il faut aller chercher l'argent où il est. Et l'argent, il est dans les grandes boîtes et chez les grands patrons qui cachent leur fortune bien ailleurs, quoi. Mm, mm. Parce que je sais pas si tu les vois, mais les messages encore une fois dans le chat, il y a Québecop qui nous dit, une fois dégoûtés, les fonctionnaires partis ne reviendront plus. Une infirmière libérale gagne beaucoup plus qu'une infirmière de l'hôpital public. L'écart est trop important à présent, sans compter la qualité de vie, pas de travail de nuit, etc. Mes clientes infirmières libérales gagnent en net par mois en moyenne 3 500 au bout de 4 ans. Il est expert comptable. Oui, bah, il est expert comptable. Et avant ça, il disait aussi, si, enfin, au sujet des jours de carence et des arrêts de travail, c'est le médecin qui décide d'un arrêt de travail. S'il y a des abus, c'est un problème entre l'ordre des médecins, la CPM et les médecins. Il faut pas croire que ce sont les travailleurs qui rédigent leurs propres arrêts de travail, c'est vrai. Le délai de carence a déjà été bougé, mais il n'y avait aucune économie et dans le privé, certaines conventions collectives couvrent la carence. Sur les infirmières, c'est tellement absurde que moi, je suis originaire de l'Est de la France, de Moselle, où on forme des infirmières. Le service public forme des infirmières qui vont toutes travailler ou dans le privé ou à l'étranger. Enfin, ou au Luxembourg ou en Allemagne, où elles sont beaucoup, beaucoup mieux payées. On peut rajouter enfin, 5 000 à 6 000 euros, en fait. Et ce qui fait qu'il y a des départements entiers, mais c'est pareil pour les régions frontalières de la Suisse, où en fait, l'hôpital public, il a plus les moyens d'avoir des infirmières. Il y en a plus. Il n'y a plus que des gens qui, soit sont là depuis très longtemps et qui ont cette vocation, soit des gens qui débutent et qui n'ont qu'un rêve, c'est de se barrer pour aller gagner de l'argent. Et ce qu'on comprend, hein, parce que moi, je dirais jamais à celui qui a une stratégie de survie personnelle qu'il a tort de faire ça. Enfin, je comprends qu'on ait vocation à, tu vois, à bien faire vivre sa famille, être à l'aise. C'est juste que le système, il ne fonctionne plus. Et donc, il faut trouver les moyens de se prémunir de ça. Mm, mm. Aussi par rapport au, à la, au- à la chasse aux fonctionnaires. J'avais vu sur France Info que Éric Piolle, donc le maire écologiste de Grenoble, disait que le gouvernement ferait mieux de travailler sur les causes des arrêts. Toutes les premières lignes de l'État régalien sont sous tension. Donc c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que vraiment plus personne ne veut, ne peut, ne tient dans enfin, plus personne ne veut travailler dans la fonction publique, plus personne ne tient dans ces conditions de travail. Tout le monde, enfin, personne n'en peut plus. Mais c'est comme pour tout, plutôt que de s'intéresser à qu'est-ce qui fait en fait que les gens se retrouvent à poser peut-être plus d'arrêt maladie qu'avant. Est-ce que c'est parce que bah, en fait, les gens sont en dépression, les gens sont en burn-out, les gens sont en perte de sens totale de leur travail, continuent d'être mobilisés, mais juste au bout d'un moment, le corps lâche, quoi, parce que même si toi, tu continues d'avoir du sens, d'être motivé, etc., bah, en fait, le rythme, les délais, la cadence et tout sont tellement bah, intenables que juste ton corps, il te fait savoir qu'il n'en peut plus. Et c'est, enfin, là on parle de ça dans la fonction publique, mais c'est généralisé à l'ensemble de la société, quoi. C'est le système capitaliste qui met tellement à, à vif tout, la santé mentale des gens, leur santé physique, euh, la nature, le climat, l'eau, enfin tout. C'est toujours une fuite en avant perpétuelle. Enfin, si on n'arrête pas cette machine infernale, en fait, ça continuera, quoi. Après, ce qui est particulier avec les fonctionnaires, moi, j'ai eu des discussions avec des parents d'élèves dans mon arrondissement sur, tu vois, les ATSEM, les agents qui travaillent dans les maternelles, euh, qui sont une école où, en fait, il y avait quasiment jamais d'ATSEM, et parce que on a demandé souvent c'est des femmes, mais de travailler jusqu'à 62 ans, voir si elles veulent avoir une retraite.
un peu mieux 64, 65 ans, euh, avec un corps qui lâche complètement parce que, en fait, c'est pas possible de faire ces métiers-là aussi longtemps. Mais c'est pareil quand tu travailles dans une cantine, quand tu es agent d'entretien, surtout quand ton poste de travail il n'est pas adapté à ton âge, tu vois, si tu es sans arrêt plié en deux. La différence, c'est que dans la fonction publique, comme tu es titulaire de ton poste, enfin, comme tu es titulaire de ton emploi, et justement pas de ton poste, tu restes dans l'emploi et donc ailleurs, on t'aurait dégagé, mais tu as une certaine sécurité qui fait que tu restes au boulot, même si tu peux pas l'assumer totalement jusqu'au bout, et ça crée une situation de tension dans la fonction publique parce que tu as des usagers qui disent ouais, ça marche pas, tout ça, il y a jamais personne, mais c'est en fait parce que le personnel, juste, il peut pas être là, il est trop fatigué, on lui demande de faire un boulot qu'il peut pas faire, en même temps, tu peux pas lui demander de faire autre chose, quoi. Quelqu'un qui a été pendant 40 ans agent des écoles maternelles, bah, t'as pas pensé, enfin, tu vois, il n'y a rien qui a été prévu pour lui permettre d'avoir une autre place. Et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on met des gens dans des situations où juste ils sont dans des arrêts, ils sont obligés parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la carrière pour avoir sa retraite. Et toi, bah, l'usager, au regard de ça, te dit, ah, mais il n'y a personne. En fait, la tension, elle est que, bah oui, quand il y a plus de, par exemple, quand tu as plus de personnes âgées dans un service, mais en fait, il faudrait plus de monde. Et le taux où on te dit c'est un agent pour deux classes, bah ça marche pas avec une personne qui a 62 ans. Parce que il faut, enfin, parce qu'en fait, tu peux pas faire le même boulot quel que soit ton âge. Et tu peux pas dire à quelqu'un, oh là là, tu remplis pas les critères de rentabilité qu'on a fixés et qui dit il faut X, regarde, on l'a décidé en réunion et donc maintenant, si tu t'y conformes pas, c'est ta faute. En réalité, ça devrait être des emplois, tu vois, où on s'adapte à la fois aux besoins et à ce que les gens sont en capacité de faire. Mais ça, c'est pas du tout la logique du monde du travail. Tu as ça aussi dans les EHPAD, quand tu demandes à des aides-soignantes de changer X personnes âgées en une heure. En fait, enfin, tu pars pas du besoin qui est qu'il faut changer tant de personnes. Et donc, comment on fait, comment on organise, combien il y a besoin de monde? Non, on part d'un critère, un critère de rentabilité qui ne peut pas s'appliquer à ces métiers-là parce que la fonction publique, ce sont des métiers de l'accompagnement, du soin, de la prise en charge de l'autre. Et, euh, et ça ne répond pas à ces logiques. Et c'est là où le capitalisme, il est totalement en échec parce que on peut vouloir tout régler sur avec des bases enfin tu vois avec des bases rationnelles. En réalité, quand on s'adresse à des personnes et à la gestion de ces personnes, il faut partir des besoins réels, de la capacité des gens et construire en fait un service qui permet ça. C'est aussi que les fonctionnaires, tu vois, on leur a retiré tout le pouvoir sur leur métier. Avant, c'était des gens qui avaient fait toute leur carrière, qui arrivaient au bout de leur carrière et qui étaient en position de direction. Et justement, d'avoir cette sagesse-là, de pouvoir se dire, bon, bah, voilà comment on va organiser le travail pour qu'il soit bien fait. Aujourd'hui, comme on a cassé cette machine, euh, en fait, on a aussi cassé la fonction publique et permis qu'elle soit autant déréglée pour dire, regardez, ça marche pas, on va la remplacer par autre chose. Euh, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est les derniers boucs émissaires, mais, euh, mais c'est un combat politique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la candidate Premier ministre, Lucie Castet, elle était, enfin, tu Mm. vois, son engagement, c'était les services publics parce que c'est Ouais. important. Enfin, c'est un autre modèle de société, partir du service public. Mm. Bah, c'est justement ce que nous dit Québécois dans le chat. La chasse aux fonctionnaires par le pouvoir cache en réalité la volonté de détruire le statut et le salaire à la qualification du grade, une forme de salaire à vie selon Bernard Friot. Le pouvoir veut ramener tout le monde sur le marché de l'emploi, des biens et des services, auto-entrepreneurs, etc. Donc ça, enfin, ça rejoint ce que tu dis, quoi. C'est pas seulement une question d'économie. Enfin, évidemment, tout est question de toujours faire plus de profit pour les capitalistes. Donc évidemment, c'est aussi une question économique de manière centrale. Mais
plus largement, c'est une vision de la société et une stratégie plus large de ramener tous les pans de l'économie en fait qui échappent au contrôle des capitalistes dans leur giron et sur le marché libre et à la concurrence non faussée. Ouais, et Friot dirait casser aussi le pouvoir sur le travail parce que ce qui est important, c'est le pouvoir qu'on a sur l'organisation de travail et c'est ça qui fait en fait la vraie différence. On le sait très bien si on mettait, si les boîtes privées, en fait, on rendait le pouvoir aux travailleurs, euh, bah, on, les travailleurs diraient pas, bah, en fait, on va bosser pour enrichir le patron qui a mis des sous dans l'affaire. Tu vois, on aurait une autre réflexion sur ce qu'on produit parce que on- ça ne plaît à personne de produire de la merde, prodiguer des mauvais soins. Enfin, quand tu rends le pouvoir aux travailleurs, les choses, elles sont généralement bien faites parce que collectivement et démocratiquement, le sens y revient. Et la fonction publique, au départ, c'était ça, hein. Le statut de la fonction publique, c'est le fonctionnaire citoyen qui a un pouvoir sur son travail et sur ce qu'il crée, sur ce qu'il produit et sur le sens de pourquoi on fait ça. Mm, mm. Tout à fait. On s'approche petit peu à peu de la fin de notre discussion, mais avant ça, je voulais revenir sur la loi immigration, qui est un gros morceau. Et moi, ça Encore, me fait... De quoi? encore, Oui, encore, encore de la immigration. mais je voulais en parler pour une bonne raison, c'est que depuis le début là, de notre discussion, on parle un peu du camp gouvernemental présidentiel comme un peu genre les stratèges qui veulent faire en sorte de mettre la tête sous l'eau des gens et tout, mais qui sont assez unis. Enfin, on a l'impression en tout cas qu'ils sont plutôt unis pour leurs basses œuvres. Mais ce qui fait plaisir dans cet océan de disgrâce, c'est que la loi immigration, quand même, elle divise le camp d'en face et que c'est plutôt une bonne nouvelle et que bah il va falloir essayer de faire en sorte qu'ils continuent de se diviser et qu'ils continuent de se taper dans les pattes les uns des autres. Donc bien évidemment, quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est pas pour parler du contenu de la loi, parce que la loi immigration, voilà, qui revient sur le texte de l'année dernière, évidemment, est une euh, très 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 mauvaise nouvelle bah, pour l'humanité de manière générale, la France en particulier, et notamment bah, les personnes qui subiront des OQTF qui se verront refuser l'accès aux soins, etc. Donc évidemment, c'est terrible, il faut qu'on lutte contre cette loi, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que euh, dans la bourgeoisie, il y a un peu celles et ceux qui sont attachés à s'inscrire dans euh, le pacte européen, travailler main dans la main avec la Commission européenne, notamment les eurodéputés macronistes, qui voient d'un assez mauvais œil toutes les prises de position de Retailleau, et qui va un peu dans le sens inverse du travail qu'ils essayent de faire avec la Commission européenne. Euh, euh, et d'un autre côté, il y a tout un tas de dispositions qui sont présentées par la Commission européenne pour lesquelles Retailleau est un assez franc partisan. Par exemple, les centres de retour, les return hubs, qui s'inspirent, qu'il souhaiterait, en tout cas, Retailleau, il souhaiterait s'inspirer de la façon dont la première ministre Giorgia Meloni gérait les questions migratoires en Italie, donc notamment avec cette idée des centres de retour. Euh, euh, Les et centres de retour, c'est les centres qui sont montés je crois que c'est en Albanie, où on délocalise c'est dans ce le qu'on sud a de en l'Europe, France, ouais. hein. Les CRA, les centres de rétention administrative, ne sont plus sur le territoire italien, mais dans d'autres Ouais, pays.
dans des zones fermées où on envoie des fonctionnaires italiens travailler et faire des allers-retours. Hmm, Justice, police, santé. Ouais. ouais. Ouais, c'est une européanisation des dispositifs de répression contre les migrants et contre les étrangers. Et notamment, bah, c'est beaucoup sur, enfin, ça se concentre sur les pays d'Europe du Sud et d'Europe du Sud-Est, qui sont aussi bah, les pays qui subissent le plus l'austérité européenne. Euh, Il y a Québecop qui nous dit l'objectif est de désigner les plus pauvres comme des coupables aux yeux de la classe moyenne pour que le débat ne se porte pas sur ceux qui détiennent réellement le pouvoir et la concentration de richesse. Bon, je crois que c'était sur notre débat de juste avant. On a aussi une tribune de Valérie Hayé et Fabienne Keller qui disent de son avis sur l'aide médicale d'État, à l'AME, qui défie la logique sanitaire, à sa fascination pour les solutions dites innovantes que portent les dirigeants d'extrême droite en Europe. Force est de s'interroger sur la proximité des positions de Bruno Retailleau avec certains argumentaires du Rassemblement national et de ses alliés européens. Il y a d'ailleurs Emmanuel Macron, lui, s'est dit de son côté assez sceptique à l'égard des centres de retour. Donc voilà, on voit qu'il y a sur la question de l'immigration en tout cas, en particulier, il y a des désaccords et des divisions assez profondes quand même dans le camp macroniste, qui sont aussi le reflet plus généralement des désaccords qu'il y a dans ce bloc qui s'était constitué bah, depuis maintenant presque une dizaine d'années. Euh, En particulier sur la question des libertés. Puisque bah voilà, quand on est libéral, en général, on l'est d'un point de vue économique, mais aussi quand même du point de vue, on a une certaine, euh, voilà, une certaine vision de la démocratie, des libertés individuelles, des libertés de se déplacer. Voilà, par exemple, on n'a pas le même rapport aux frontières que l'extrême droite, par exemple. Et enfin, c'est plutôt positif en tout cas que, au moins sur ce point-là, même si bah là on voit, enfin, ce gouvernement il est plutôt acquis aux positions de l'extrême droite, ça fracture quand même. Cette alliance des droites, elle est pas si solide que ça. Elle est assez fragile. Je sais pas si tu te souviens, donc on a travaillé samedi sur le prochain parti pris de nos révolutions, Qui sortira euh, bientôt qui sortira bientôt et sur lequel Anaïs travaille à remettre en forme notre discussion de samedi, avec euh, l'aide d'Alexandre de Nice. J'en suis très avec l'aide contente. d'Alexandre. Mais samedi, moi dans le débat, j'ai dit que je pensais que ce qu'on dit souvent sur la tripartition de l'espace politique était en train de bouger. Euh, et je pense qu'on retourne à un phénomène de polarisation gauche-droite très très fort et qu'en fait, euh, bah d'ailleurs, j'ai écrit un papier là pour Alternative communiste qui sort bientôt. Pas sur pas sur le sujet, mais qui parle de ça. C'est-à-dire que l'idée que les trois blocs, euh, extrême droite, centre libéral, gauche, en fait, ils sont en train d'exploser. On est face à ce enfin, à mon sens, à une repolarisation droite radicale, gauche, qui devient très très forte, qui est celle qu'on voit par exemple aux États-Unis, hein, où finalement il y a deux camps, un camp progressiste où tout est mélangé de socialistes comme Ocasio-Cortez, qui ressemble plutôt à ce que nous on peut raconter, jusqu'à bon, des gens qui sont à droite d'Emmanuel Macron, et donc qui sont les progressistes parce qu'ils ont une certaine idée de la personne humaine, et puis les libertés individuelles, l'état de droit. Et puis un camp qui est un camp illibéral en fait, dont la seule chose qui les met en mouvement, c'est le respect de la propriété et et la capacité pour chacun à s'enrichir, même si c'est en rendant l'autre le plus pauvre. Et je pense que ce phénomène, en fait, il est en cours et que là, tu vois, ça en est l'expression. C'est-à-dire que et on le voit dans le Parlement, hein, il y a une partie des macronistes qui cherchent à créer un nouveau groupe
parce qu'ils cherchent à, parce qu'ils sont pas à l'aise avec le fait que la droite se soit coalisée sur des sujets aussi, enfin, en étant aussi radical. L'aide médicale d'État, il n'y a aucun médecin qui dit que c'est une bonne idée. Enfin, il n'y a aucun médecin. Il y en a quelques-uns, mais le consensus scientifique, il est que c'est une catastrophe. Pareil sur des questions comme la lutte contre le réchauffement climatique. Le consensus, il est que, en fait, maintenant, il faut agir et prendre des mesures drastiques. Or, ce qui est mis en avant par le gouvernement, c'est ouais, on peut attendre, mais parce qu'il est main dans la main avec l'extrême droite et avec le fait qu'il y a une droite pour qui le principe de réalité ne s'impose pas, et ce qui s'impose, c'est une vision uniquement centrée sur euh, la sauvegarde des intérêts de la nation, pensée comme ce qui est au-dessus, et puis une certaine supériorité française, nationale, qu'on peut déployer dans l'espace européen. Et c'est très intéressant que sur le sujet de la ME, là, ça ressort parce que ça n'avait pas été le cas lors de la dernière loi Asile-Immigration, ou de manière un peu plus faible, mais le bloc macroniste, il s'était pas fracturé autant. Là, je pense qu'il y a vraiment une ligne de rupture et que du coup, la question qui se pose à la gauche, c'est pas oh, comment on va donner toute la place aux macronistes, mais comment on va garder en fait l'hégémonie culturelle pour imposer des solutions qui sont celles qui permettent de répondre à la guerre culturelle qui est en train de mener l'extrême droite, quoi. C'est de placer, tu vois, sur des sujets comme l'immigration, de faire de pas dire, ah oui, peut-être qu'ils ont raison, mais bien de faire la démonstration que c'est pas ça qu'on veut, parce que c'est pas notre modèle de société, parce que c'est inefficace d'avoir une Europe forteresse, ça fait mourir des gens en Méditerranée qui est un mouroir, ça fait mourir des gens dans la Manche, et ça, enfin, et c'est à rebours de ce qu'est la tradition européenne et même l'idée européenne des Lumières qui est que chaque vie humaine compte, quelle que soit cette vie, son origine et d'où qu'elle vienne. Donc, si tu veux, moi, je pense que ça veut enfin, c'est un signal sur le combat politique qu'il faut porter. Et c'est vrai sur ces questions, mais c'est aussi vrai sur la question du climat, parce que je pense que c'est exactement, tu vois, il y a exactement le même déni de réalité et de l'urgence d'agir, et que pendant longtemps, la gauche, elle a cru qu'elle pouvait, qu'en donnant des concessions à la droite et à l'extrême droite, c'était le moyen de freiner sa progression. Or, c'est en déployant un discours qui est clair et qui affirme enfin, des socles communs euh, qu'on qu'on concurrence cette, enfin, le discours enfin, tu vois, qui s'impose un peu à tous en disant ah oui, oui, il y a quand même trop d'étrangers. Euh, mais on le sait, quand on va dans les chiffres, quand on oppose la rationalité, tu vois, c'est des choses il y a que ça qui permet de gagner des points. Et le faire le plus, enfin, tu vois, avec le plus de conviction sans jamais euh, avoir ce coup tactique pourri qui commence par donner raison à ton adversaire. On pouvait le Hmm. faire, mais maintenant, on pouvait le faire tant que finalement, on se disait tant que c'était Chirac, ah, c'est pas grave, c'est la gauche, enfin, tu vois, c'est la droite à l'ancienne, machin. Aujourd'hui, Dominique de Villepin, c'est un gauchiste pour ces gens-là, alors que bon, ça reste des gens de droite, quoi. Donc je pense qu'il faut être le plus clair possible. Euh, et sur la loi immigration, euh, ben, il faut permettre à ce qu'il y ait un mouvement social de défense, tu vois, de défense de certaines valeurs fondamentales qui sont celles sur lesquelles enfin, se sont construits. Alors, on est français, on a tendance à dire la France, mais en fait, l'Europe, elle s'est construite quand même avec la question de l'humanisme, la question des Lumières et tout ça. C'est à mille lieues de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, il est l'héritier des gens qui brûlaient les sorcières, quoi. Non, mais c'est Oui, vrai. ouais, ouais. On dirait un inquisiteur du Moyen Ouais. Âge.
tu vois la scène de Sacré Graal, là où il y a la sorcière Non. des Monty Python? Ah putain, ok, ouais, je vois. Tu vois? Enfin, Oui, oui, c'est vraiment ça. le Il a type, vraiment la c'est ça. dégaine. Ouais. Les, je sais pas, il pense que la peste, elle est issue des péchés qu'on a pu commettre. Enfin, c'est, faut pas oublier que c'est le directeur artistique du Puy du Fou, quoi. Vraiment, il est ça de haut en bas. C'est un mec euh, enfin, euh, qui qui promeut une forme d'obscurantisme. Et, euh, et en fait, Le Pen, c'est pareil. C'est des gens qui croient pas à la science, qui croient pas au progrès, enfin, qui pensent que les chercheurs, qui soient sociologues, climatologues, philosophes, tout ça, c'est des gens qu'on tort euh, parce qu'il y a des écrits religieux qui disent le contraire. Je prends souvent l'exemple américain, mais c'est parce qu'on a tendance à se penser supérieur, mais en fait, on a les mêmes face à nous. Non, mais ces gens-là, tu les mets de l'autre côté de l'Atlantique, ils votent Trump sans aucun souci et ils pensent que c'est normal. Juste ici, ils se cachent un peu plus, quoique de moins en moins. Mais ils sont, euh, enfin, tu vois, c'est vraiment l'anti-science. Et je pense qu'on a quelque chose à, enfin, le message qu'il faut porter, c'est qu'il faut assumer de porter fièrement l'idée que en fait, ils sont bêtes, ils passent leur temps à répéter des bêtises, ils ont des marottes qui se basent uniquement sur des sentiments. Enfin, ces gens-là, ils ont participé à la manif pour tous, quoi. Ils Ouais. pensent que non, mais ils pensent que deux hommes ne peuvent pas s'aimer ou élever un enfant parce qu'ils ont une conception euh, qui est euh, qui est moyenâgeuse du monde, quoi. Mm, Je- mm. je- Il y a, et il y a... Vas-y, dis-moi. non, non, j'allais dire, et je pense qu'au Moyen Âge, il y avait des gens sûrement un peu plus. Plus élevé Non, mais intellectuellement. ils auraient emprisonné Galilée. Enfin, vraiment, c'est les mêmes gens. Ouais. Oui, bah c'est... L'histoire se répète sous forme de tragédie puis de farce. Bah eux, c'est vraiment la farce des anti-galiléens, quoi. Je me fais l'écho du chat à nouveau, mais les classes supérieures choisiront la droite extrême qui protège leur patrimoine contre la gauche. Sur un duel Mélenchon-Le Pen, les classes supérieures et le capital voteront pour le fascisme. La FI fait l'erreur de croire le contraire. Alors, je rejoins, mais d'un autre côté, je serais peut-être un peu plus nuancée, y compris, je pense que, enfin, tout à l'heure, tu disais, oui, de toute façon, euh, les libéraux, on va pas les prendre, enfin, on va pas les avoir avec nous, quoi. Moi, je pense quand même qu'il faut faire la distinction entre les têtes de parti, les militants partisans, les députés, tu vois, les gros cadors locaux, etc. Donc ça, c'est clair que en général, ces gens-là, on va pas réussir à les convaincre et on va pas les disrupter sur la base justement de valeurs de liberté, etc., etc. Par contre, je pense quand même que les libéraux, ils ont des gens, enfin, il y a des gens qui votent pour eux, enfin, en tout cas, qui ont voté pour eux, même si actuellement, ils savent pas trop quoi faire avec leur vote. Et eux, par contre, je pense que c'est important, sur des bases radicales, euh, de réussir à les gagner dans le camp progressiste, justement sur les bases de leur rapport aux libertés fondamentales, à voilà, une certaine vision du monde héritée des Lumières, etc. Parce que même si à la base devraient plutôt être acquis au camp bourgeois, ben, en fait il y a quand même des gens pour qui bah, quand même les valeurs, ça c'est important et pour qui le vote peut changer aussi en fonction de ça, tu vois. Enfin, je sais pas, alors ça existe des gens qui ont plein de thunes et qui pour autant bah, sont plutôt attachés à l'idée de démocratie, aux libertés et tout et tout. Et qui, bah, en fait, à des moments historiques où il faut positionner dans un camp ou dans l'autre, bah, en fait, vont potentiellement contre leurs intérêts, mais parce que juste, ils sont trop attachés à une certaine idée de la liberté. Et je pense que
enfin des libertés et genre d'un principe d'égalité, même si tu creuses, en fait, ils sont pas d'accord, mais tu peux tirer en fait la couette de ton côté, je pense. Euh, c'est ça pour les libéraux, c'est aussi le cas pour bah, tous ceux qui sont attachés, genre qui vivent suffisamment bien, qui sont assez attachés au système parce qu'ils ont l'impression d'être préservés par lui et d'être, bah, d'avoir intérêt à ce que le système perdure. Genre, enfin, tous ces gens qui ont un niveau de vie qui est assez correct, quoi, qui vivent plutôt bien, vivre plutôt bien en France, mais qui pour autant, enfin, du coup, qui peuvent pas être convaincus sur des mots d'ordre radicaux en l'état, parce que juste, bah, c'est pas leur rapport au monde, quoi. Ils ont pas envie de retourner la table. Mais pour autant, dans des grands débats type l'immigration, le féminisme, l'écologie, les crimes racistes, la démocratie, etc., tu peux, je pense, gagner des franges de ces bases sociales-là, quoi. Et je pense qu'il faut chercher à le faire. Et je pense que du coup, les divisions dans le camp bourgeois sur des questions aussi difficiles pour eux à tenir que celles de l'immigration ou des frontières ou du racisme, etc. Je pense qu'il faut tenir la barre sur des positions toujours radicales, ne pas faire un espèce de vieux compromis pour essayer de séduire ces gens-là, mais en tout cas, je pense que entre choisir entre l'extrême droite et le camp réactionnaire et des gens qui en fait ont un discours sensé, rationnel et pas moyenâgeux, je pense qu'on peut aussi, il y a une capacité d'entraînement, je pense, de la gauche radicale qui peut dépasser ses rangs, quoi. Et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit et que pour le coup, je pense que typiquement c'est quelque chose que la France Insoumise fait pas forcément, enfin en tout cas sur lequel la FI pêche un peu et sur lequel il faudrait qu'on réussisse collectivement à réfléchir, quoi. Comment on peut faire justement pour élargir le camp progressiste sur des bases radicales, mais élargir. Moi, je suis pas persuadé qu'ils pêchent sur le sujet parce que quand même, il y a une partie de leur électorat qui est conséquente, hein, euh, qui est les urbains bien intégrés, tu vois, avec une Ça c'est conscience clair. écologique. Enfin, c'est un truc. Enfin, ce sont des gens qui votent à gauche. D'ailleurs, on reproche assez. Enfin, tu vois, la droite passe son temps à répéter que ces gens-là votent à gauche et qu'ils sont complètement déconnectés. Les bobos à Hmm. vélo qui mangent du quinoa, tu vois, Ouais. ce genre de truc. Moi, je crois pas qu'il y ait ce gap, en fait. Euh, mais aussi parce que aujourd'hui, même si tu es bien intégré, même si tu vois, tu as un boulot, un salaire intéressant, que tu vis bien, tu as quand même une interrogation profonde sur le sens de ton boulot, sur le sens du système, sur en fait où tout ça, ça mène. Et on n'a jamais vu autant de gens qui se réorientent, n'ont qu'une envie à 40 ans, c'est d'arrêter, non, mais d'arrêter de bosser comme des chiens. Enfin, on en voit partout. Moi, j'ai plein de potes qui, en fait, ont eu à plusieurs moments, tu vois, leur crise existentielle à aller faire un truc là, euh, parce qu'ils interrogent le sens de leur travail, alors même que ils ont des boulots, tu vois, à responsabilité avec des salaires importants, tout ça. Mais, euh, mais ils ont toujours cette interrogation où il y a eu la grande démission aux États-Unis. On l'a aussi, on entend qu'il y a une partie de la jeunesse qui veut plus travailler comme avant. Enfin, je pense vraiment que les structures, elles sont en train de bouger aussi et que c'est des choses qu'on a du mal à observer parce que on est resté dans un logiciel où il y avait finalement le capitalisme d'avant avec une classe ouvrière, des cadres et puis la bourgeoisie. Euh, et aujourd'hui, la bourgeoisie, elle est mondialisée. Les décisions, elles sont même plus prises par les cadres qui sont là, qui font juste tenir un peu, enfin, tu vois, qui n'ont pas de réel.
pas de réelle prise sur leur travail, sur son sens. Et je pense que c'est des phénomènes qui sont très profonds et dont on va voir les implications bientôt. Tu vois, on a communiqué sur la grève d'Ubisoft, sur des gens qui s'interrogent, qui gagnent bien leur vie, hein. Les programmeurs, c'est des métiers qui sont pas mal payés, mais simplement ils ont une interrogation sur le pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, euh, et comment on travaille, pourquoi on nous oblige à aller à tel endroit alors que nous on a envie d'être maître de la manière dont on travaille, dont on organise notre temps parce que la famille c'est important, parce que le cadre de vie c'est quelque chose d'important pour nous. Tout ça, à mon avis, c'est des micro-signaux de quelque chose qui est en train de bouger. Et ça devrait nous interroger sur la manière dont on conçoit les classes à rassembler. Parce que les classes à rassembler, en fait, elles sont souvent beaucoup plus larges que celles qu'on espère rassembler. Enfin, tu vois, Mm, ouais, on, on part avec, on pense l'ouvrier d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. On pense pas du tout la manière dont les gens ont un quotidien où par exemple, tu vois, un chauffeur Uber est entrepreneur. Enfin, et pourtant, c'est lui qui, dans la chaîne, c'est peut-être l'un des plus exploités. Pourtant, il a une illusion de liberté, tout ça. C'est des sujets, moi, que je trouve on a du mal à traiter. L'UMA avait sorti une revue qui s'appelait TAF sur les modifications des processus du travail. Elle était vraiment très bien. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais c'est vraiment des sujets ouais, d'ailleurs, ça vaudrait le coup qu'on fasse une série là-dessus, je crois, un truc, ouais, parce que de ça découle, tu vois, de ça découle aussi comment on rassemble les gens pour changer, enfin, pour changer le monde, quoi. Parce que c'est une opposition factice de penser que celui qui gagne 4 000 euros, en fait, il n'est pas à rassembler parce qu'il est riche dans la société. Enfin, tu vois, certes, il est plus riche, euh, mais il n'est pas le 1% ou le 5% ou le 10%. ouais. Mais écoute, je trouve que c'est une merveilleuse manière de De clôturer notre conclure, discussion. on s'est donné du travail, en fait. C'est ça, se donner une tâche collective de poursuivre cette discussion. De toute façon, c'est la raison pour laquelle on essaie d'un peu de varier nos formats, que ce soit sur Twitch, nos vidéos sur YouTube, les articles et tout. C'est aussi de permettre une variété de discussions sur tous les sujets, et y compris bah, continuer de se questionner sur ça. Il y a Québecop qui nous dit merci et super live. Merci, ça fait plaisir. Et on espère te revoir dans les prochains entretiens. C'est tous les lundis. Donc n'hésite pas à regarder aussi nos articles sur le site nosrevolutions.fr et à participer si tu souhaites. Bah, en tout cas, merci beaucoup Adrien d'avoir été là avec moi ce soir. Merci, J'espère Anaïs. que ça t'a fait plaisir. Ouais, je suis réinscrit pour dans un mois. Yes, trop bien, trop trop hâte. Voilà. On a fait 1h30, dis donc, Bah, c'est beaucoup très plus bien. que je pensais. Ouais. C'est Non, c'est juste chouette. le bon timing. Ouais, exactement. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Euh, Ciao, bonne soirée. et puis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut, salut. Salut!